Bonjour, mon nom est Maëline Draxler, je suis responsable produit dans la gamme orthobiologie au sein d'Artrex. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui a comme sujet le traitement des lésions méniscales dégénératives par PRP. Donc celui-ci est animé par nos médecins du sport, le docteur Jabelkir et docteur Lévi-Bio, qui vont nous faire un partage d'expérience et ensuite nous aurons environ 15 minutes pour répondre à vos questions. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole au médecin du sport, Dr Jabelkir et Dr Lévi-Bio. Et je vous souhaite une bonne session. Merci. Bonsoir, bonjour. Donc déjà, on voudrait remercier Artrex de nous avoir invités à faire ce webinaire sur les PRP et les lésions méniscales dégénératives. Donc, comme elle vous l'a dit, nous sommes médecins du sport à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier. Donc, je suis le docteur Sami Jabelkir, mon collègue le docteur Douglas Lévi-Bio. On va commencer la présentation et on aura un temps d'échange à la fin pour vos questions. Donc, comme on vous le disait, on va vous parler du traitement des lésions méniscales dégénératives par les injections de PRP. Donc, le plan rapidement de notre présentation, on va commencer par des rappels dans un premier temps sur le PRP, puis sur les lésions méniscales. Ensuite, on vous fera un point sur les données actuelles de la littérature sur le PRP et les ménisques. On partagera notre expérience personnelle sur ce point-là. Puis, on vous parlera du protocole d'injection que l'on réalise au cabinet. Je vous présenterai 2 cas cliniques pour vous montrer un petit peu le type de patient que l'on voit et sur lesquels on peut proposer ces injections de PRP. Ensuite, on vous parlera du protocole de rééducation en post-injection et on finira pour dire 2 mots sur le PRP et les lésions méniscales traumatiques. Donc, quelques rappels pour commencer sur le PRP. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le PRP, ça veut dire plasma riche en plaquettes. C'est obtenu à partir de sang autologue, donc à partir d'une prise de sang que l'on fait chez le patient à traiter. Ça nous permet d'obtenir un concentré plaquettaire. Donc, ce sont les diapositives que l'on avait fait pour le webinaire sur les injections de PRP intra-articulaires que l'on avait fait en septembre 2020. Donc là, je vais passer assez rapidement et vous pourrez retrouver ce webinaire pour le détail. Donc, rapidement, sur le mode d'action du PRP, on a une libération de protéines de l'inflammation et de facteurs de croissance par ces plaquettes. Et cela va favoriser à la fois la prolifération cellulaire, l'angiogénèse et le remodelage tissulaire, d'où une amélioration de la cicatrisation tissulaire. Donc, l'obtention du PRP rapidement, la première étape, comme je vous l'ai dit, c'est un prélèvement sanguin, environ 15 ml avec le dispositif Artrex. On centrifuge le prélèvement quelques minutes. Ça nous permet d'obtenir 2 parties au niveau de la prise de sang, du prélèvement. Une partie plus claire jaune-orangé qui correspond au plasma enrichi en plaquettes, donc c'est ce que l'on récupère avec la double seringue. Et ensuite, on connecte l'aiguille qui nous sert directement à injecter la préparation, on n'a rien à ajouter, soit une injection intra-articulaire, soit au niveau intratendineux. Des rappels rapides sur le ménisque. Donc, comme vous le savez, c'est un fibrocartilage qui joue plusieurs rôles, mécanique notamment avec son rôle d'amortisseur qui protège le cartilage, on va en reparler ce soir. Un rôle proprioceptif, trophique notamment. Donc, le problème du ménisque, c'est qu'il est mal vascularisé, d'où une cicatrisation qui est limitée, compliquée. On différencie 3 zones, de la périphérie vers le centre avec la zone rouge mieux vascularisée, donc qui cicatriserait mieux. Rouge-blanche, puis blanche. On a 2 types de lésions principalement au niveau de ce ménisque. La lésion méniscale traumatique, typiquement chez le jeune sportif, suite à un traumatisme aigu de type entorse du genou. Et la lésion méniscale dégénérative qui nous intéresse plus ce soir, avec une lésion non traumatique, un âge plutôt à partir de 35 ans, typiquement une fissure horizontale intraméniscale. Il y a souvent une gonarthrose associée puisqu'on est dans quelque chose de dégénératif. La plupart du temps, ces lésions dégénératives sont asymptomatiques, surtout dans un premier temps, puis elles peuvent devenir symptomatiques. Et il s'agit plutôt d'un traitement non chirurgical en première intention, ce qui avait été retenu par le consensus de l'ESCA en 2016. Ça, c'est une classification des lésions méniscales donc, qui peuvent être partielles, complètes, puis différents types de lésions, horizontales ou transversales, verticales ou longitudinales, obliques, radiaires, la lésion en anse de saut
Et enfin, la lésion dégénérative plus variée, plus complexe, on va dire. Donc moi, j'ai fait un peu une revue de littérature des choses qui ont été faites sur les infiltrations méniscales. Donc, au niveau PRP et au niveau cortisone, il y a peu d'études. On va faire d'abord le point sur quelques petites études au niveau cortisone. Donc, il y a 3 études qui ont été effectuées sur les infiltrations du mur méniscal avec des corticoïdes. C'est le docteur Bouvard de Pau qui a fait ça en 2008 avec 2 études. Une première étude rétrospective avec 118 patients âgés en moyenne de 44 ans. Une deuxième prospective de 36 patients avec une moyenne de 39 ans. Et ils ont fait des séries de 1 à 3 infiltrations sous contrôle échographique suite à une lésion méniscale qui avait été confirmée par imagerie. Le critère de jugement principal était la sédation de la douleur et la reprise de l'activité physique à J60 et J90. Sur les résultats de cette étude, donc c'était de la cortisone, les résultats étaient plutôt favorables, avec pour l'étude rétrospective 106 patients répondeurs versus 46 patients non répondeurs. Il y a eu 26 perdus de vue. Pour l'étude prospective, il y a eu 28 patients répondeurs versus 6 patients non répondeurs et 2 perdus de vue. Sur l'étude, il n'y a pas eu de facteurs prédictifs cliniques ou radiologiques qu'on a pu retrouver qui pouvaient déterminer des profils de bons répondeurs à ce traitement. Dans l'étude rétrospective, il y a 35 patients qui ont bénéficié d'injections d'acide hyaluronique. Comme l'a dit mon collègue, souvent les lésions dégénératives sont associées avec des lésions cartilagineuses. Et donc, dans cette étude que M. Bouvard a fait, il y a eu des injections d'acide hyaluronique sur les patients qui présentaient une chondropathie. 90% des patients qui souffraient de lésions cartilagineuses associées à la lésion méniscale n'ont pas été répondeurs au traitement, contre 40% des patients qui ont été viscosupplémentés. Donc, la viscosupplémentation associée à la filtration intraméniscale a donné des meilleurs résultats. Il y a une thèse qui a été faite en 2019 par le docteur Cole, qui était sur Marseille. Donc, ils ont fait une étude sur les lésions méniscales, sur les infiltrations éco-guidées du mur méniscal entre janvier 2017 et octobre 2018, avec 44 patients. Le critère de jugement principal, c'était l'efficacité de l'infiltration, donc la douleur, le VA, avant infiltration et 6 semaines après l'infiltration, et comparer les résultats avant et après. Le critère de jugement secondaire, c'est l'efficacité de l'infiltration sur le plan fonctionnel, sur la récupération des amplitudes articulaires. Donc, ces critères, ils ont été évalués par recueil déclaratif. Au niveau des résultats, donc, le VA était en moyenne à 6,9 et elle est descendue à 2,2 6 semaines après l'injection de cortisone intraméniscale, donc un résultat qui était significatif. Et concernant la récupération de la flexion du genou, sur les 44 patients, il y avait 26 patients qui avaient un déficit du genou avant infiltration, 17 patients ont récupéré une flexion complète, 5 patients ont récupéré partiellement et 4 n'ont pas eu d'amélioration. Les limites de l'étude a été rétrospective avec un biais de collecte, un biais de mémoire important et puis faible échantillon puisqu'on avait seulement 44 patients et le critère de jugement était subjectif. Là, maintenant, on va voir un peu ce qui a été fait dans la littérature au niveau PRP. Donc ça, c'est une méta-analyse de 6 études avec 293 patients qui évaluaient l'étude, donc le VA, avec des questionnaires de IKD-C et le Lysosome Score, et qui permet d'évaluer l'évolution après injection de PRP au cours d'une arthroscopie. Et donc, on retrouvait sur cette étude une baisse significative du score VAS, une amélioration de la mobilité articulaire et une baisse significative du taux d'échec. Une autre étude qui date de 2021, donc c'était une méta-analyse qui comparait suture méniscale seule versus suture méniscale plus PRP. Donc dans cette étude, dans cette méta-analyse, il y avait 286 patients, 111 PRP, 175 en groupe contrôle. Et les résultats, donc le taux d'échec sur une suture méniscale simple, donc c'était 25,7% et suture méniscale plus PRP, on était à 9,9%. Donc les facteurs de croissance, ça stimulerait probablement l'activité cellulaire intraméniscale et permettrait donc un meilleur résultat en termes de guérison. Une autre étude qui date de 2018 qui a comparé donc une injection de placebo donc chez 17 patients, donc c'est une étude à 37 patients, 17 patients ont une injection de placebo,
20 patients ont eu une injection de PRP. Et à travers ces scores, donc toujours VAS, le COS, le WOMAC, l'IKDC, il y a eu un suivi à 6 semaines, à 12 semaines, à 12 mois, 18, 24, 30, 36 et 42. Et donc les résultats, à 42 mois, il y avait une amélioration significative de la fonction articulaire du groupe PRP, une amélioration de la cicatrisation en zone red-white, tout ça avec l'effet facteur de croissance du PRP. Une autre étude de 2019, qui était une étude prospective randomisée en double aveugle sur 72 patients, avec un suivi à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois, avec des scores fonctionnels. Et donc, en termes de résultats, donc une amélioration de cicatrisation du ménisque plus élevée dans le groupe PRP versus trépanation. Donc ça, c'était juste un geste local, sans faire d'arthroscopie. Et on a constaté que le groupe qui n'avait eu que la trépanation sans trépanation plus PRP avait plus recours à l'arthroscopie. Donc, une autre étude de 2019 qui a fait sur 15 patients seulement, donc 15 patients qui ont reçu une injection de PRP pour des lésions méniscales de grade 2. L'injection a été faite sous échographie, évaluée par IRM et le lysosome score. Donc 9 femmes, 6 hommes, âge moyen 33 ans, patients réévalués à 12 mois. Et sur ces 15 patients, toutes les lésions étaient de la corne postérieure du ménisque médial. Et les résultats, il y avait une amélioration du lysosome chez tous les patients. Et dans 67% des cas, la lésion de grade 2 était passée à une lésion de grade 1. Une autre étude qui a été faite par le docteur Magalon sur 10 patients, 7 hommes, 3 femmes, l'âge moyen 40 ans, lésions méniscales dégénératives sans arthrose qui ont reçu une infiltration écho-guidée de PRP. Sur les 10 patients, il y avait 2 lésions de grade 1, 4 lésions de grade 2, 4 lésions de grade 3. Et leur protocole, donc c'était 0,5 ml en intraméniscal, puis 1,5 ml dans le mur méniscal, puis 2 ml en périméniscal. Les patients ont été revus à 3 mois, à 6 mois, avec un score COS, une VAS et un IRM à 6 mois. En termes de résultats, donc là, il y a une amélioration du score COS à 6 mois, une différence significative sur la raideur, les activités quotidiennes et la qualité de vie, mais pas d'amélioration significative sur la douleur. Tous les patients de l'étude ont repris l'activité physique. Les limites de l'étude, donc c'est la taille de l'échantillon, l'absence de groupe contrôle et le manque de données IRM à 6 mois. Une autre étude de 2019 qui a permis d'analyser sur 203 patients entre 2010 et 2017. Il y avait 63% d'hommes et ces patients ont bénéficié d'injections de PRP et on s'est aperçu que les patients qui avaient une lésion du croisé plus une lésion méniscale étaient des mauvais patients en termes de résultats et en termes d'efficacité du PRP versus les patients qui n'avaient qu'une lésion isolée du ménisque. La limite de l'étude, c'est le taux de non-cicatrisation asymptomatique qui n'a pas été évalué, les perdus de vue au-delà de la 3e année, et dans les 2 groupes, il y a eu un des chirurgiens qui a changé un peu sa façon de travailler, qui a fait plus de sutures que de ménisectomie. Bon, maintenant, je vais vous partager un petit peu notre expérience personnelle sur ce sujet. Donc, ça fait 4 ans qu'on pratique les injections de PRP au cabinet. On a une expérience relativement importante sur le PRP de façon générale, dans la mesure où l'année dernière, pour vous donner un exemple, on a réalisé plus de 1500 injections au cabinet à 2, mais tout confondu, y compris les injections tendineuses. Il faut savoir que les injections du genou représentent malgré tout la majorité des injections, au vu des indications. Donc, sur les lésions méniscales dégénératives, comme on le disait, il y a souvent un contexte d'usure, de gonarthrose associée. Les lésions méniscales dégénératives isolées sont rares, et notamment les symptomatiques. Il est souvent difficile de dissocier dans la douleur le ménisque du cartilage, vu que souvent c'est associé. Donc, en pratique, je pense qu'il est intéressant et important de réaliser des arthroscanners pour bien étudier le cartilage qui reste malgré tout plus sensible que les IRM. Souvent, on voit la lésion méniscale, mais au niveau du cartilage, on sous-estime les dégâts. Et ça peut expliquer dans certains cas des échecs de traitement si on n'a pas pris en compte ce cartilage. Il est également important d'avoir une bonne corrélation entre l'examen clinique et l'imagerie, puisque, comme on le disait pour les lésions méniscales dégénératives, mais c'est valable pour le cartilage ou pour d'autres lésions intra-articulaires, il y a beaucoup de lésions asymptomatiques, donc il faut faire attention de traiter la bonne chose qui est responsable de la douleur. Donc, cette corrélation entre la clinique et l'imagerie nous permet de définir la part de responsabilité
du cartilage et du ménisque dans la symptomatologie du patient. Donc, pour bien préciser la structure à traiter, même si c'est difficile sur des atteintes mixtes, de savoir dans quelle mesure chacun participe. Souvent, c'est un peu associé. Et ça nous permet également de bien définir le protocole d'injection du PRP en fonction de ce que l'on veut traiter et comment. Nos résultats, donc même s'ils sont subjectifs, puisqu'on n'a pas fait d'études, et comme vous le voyez, il y en a peu sur cette indication-là, car ce sont quand même des cas plutôt rares. Dans l'ensemble, on a l'impression que les résultats sont plutôt bons sur les critères classiques, c'est-à-dire de douleur, de gonflement, sur la fonction articulaire. Ce qu'il est difficile de comprendre, c'est justement ces résultats et de les prédire, parce qu'il n'y a pas de facteurs prédictifs connus sur l'efficacité du PRP. Donc, on a de très bons résultats des fois. Des fois, on a des échecs que l'on n'explique pas dans la mesure où on n'avait pas une atteinte importante, où le profil patient avait l'air intéressant. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir continuer à travailler là-dessus. Donc, les facteurs prédictifs probables sur l'efficacité du PRP dans cette indication de lésion méniscale dégénérative seraient donc de différents ordres. Bien sûr, biologiques, où on pense que l'âge, le sexe interviendraient dans le processus de cicatrisation. Des facteurs mécaniques classiques, le poids, et on le voit chez les patients en surpoids ou obèses, on a des fois des échecs, et vu les contraintes mécaniques sur le genou, on peut le comprendre. La sollicitation du genou, bien sûr, rentre en compte, que ce soit dans le cadre professionnel ou sportif. La stabilité du genou, Douglas vous en a parlé, et c'est normal, un genou instable avec une lésion du ligament, peu importe le traitement, qu'il soit chirurgical ou médical, on n'aura pas de bons résultats au niveau de la prise en charge du ménisque en cas de genou instable. Des arguments, des facteurs anatomiques avec l'axe du genou à prendre en compte et les déviations axiales importantes, notamment le genou varone chez l'homme, on voit que ça limite l'efficacité de nos traitements médicaux sur le compartiment interne, par exemple. La zone méniscale lésée, forcément rentre en compte avec l'histoire de la vascularisation dont on vous a déjà parlé. Les antécédents, notamment, on peut penser qu'en cas de ménisectomie, le processus de cicatrisation ou le résultat pourrait être un peu amoindri. Et d'autres facteurs plus classiques, la génétique, et on le voit très bien avec des patients qui présentent un cartilage très abîmé jeune, d'autres qui ont une articulation plutôt conservée, le tabac dans tout ce qui est limitation des processus de cicatrisation comme à chaque fois, les traitements dans la même idée avec notamment les corticoïdes, d'autant plus avec le PRP, on évite de faire des injections proches d'une injection de corticoïdes pour ne pas avoir un effet délétère et un mauvais résultat de façon générale. Donc, Douglas va vous parler du protocole d'injection. Donc, avant toute injection de PRP, donc, on fait une consultation. S'il n'y a pas eu de bilan biologique dans les 3 mois, on demande une prise de sang. Et en dessous de 100 000 plaquettes, on ne fait pas d'injection de plasma et on demande un avis hématologique. L'injection de PRP étant pas une urgence, on n'est pas à la seconde pour faire cette injection et il faut revoir l'hémato pour qu'il nous donne l'accord de pouvoir faire ce geste. Ceux qui pratiquent le PRP savent un petit peu, les médicaments arrêtés avant l'injection de PRP, les antiagrégants plaquettaires ne sont pas obligatoires. La chose importante, c'est surtout pas de traitement anti-inflammatoire 1 semaine avant, et y compris l'aspirine. Au niveau de la préparation avant le geste, l'injection intra-articulaire de PRP, c'est pas plus douloureux qu'un corticoïde ou que de l'acide hyaluronique. Il peut avoir des fois une petite réaction douloureuse transitoire quelques jours après. L'injection dans le mur méniscal est un peu plus douloureuse. Donc, il faut bien prévenir le patient et puis lui donner les traitements antalgiques qu'il faut, mais surtout pas d'anti-inflammatoire non plus. Après l'injection, c'est 3 semaines sans anti-inflammatoire. Donc, le déroulement de l'injection, donc il y a 3 types d'injections. Donc, il y a l'injection du mur méniscal, intra-articulaire et l'injection mixte. Alors, tout dépend le profil du patient, de l'âge, de s'il y a une atteinte de cartilage et de la quantité de plasma qu'on va avoir. En général, moi, ce que je fais dans le mur méniscal, j'injecte 1 ou 2 millilitres. Et puis, si j'ai plus de PRP, parce que après la centrifugation, nous avons 4 millilitres, 6 millilitres, ben, j'en injecte un peu en périméniscal et un peu en intra-articulaire, parce que de toute façon, on ne va pas le jeter, donc autant s'en servir. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de protocole sur ça pour savoir l'efficacité la plus optimale en termes de réussite. Donc, c'est un peu le protocole qu'on applique et il y a des résultats corrects.
Le nombre d'injections, pour l'instant, il n'y a pas de consensus non plus sur le nombre d'injections. Avant, ça se faisait sur la gonarthrose une fois par mois pendant 3 mois, une fois par semaine pendant 3 semaines. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Le protocole qu'on applique, c'est une injection, une consultation de contrôle à 6 semaines et à 3 mois. On ne fait pas d'imagerie de contrôle. Alors, dans les études, il y a des imageries qui sont faites des IRM, mais en pratique, sur le pronostic, ça ne change pas grand-chose d'avoir un IRM. C'est une évaluation que clinique. Et en fonction des résultats et de l'efficacité, il peut se décider de faire une deuxième injection. Et ça, on l'évalue à 3 mois. Donc, pour l'instant, ceux qui font 2-3 injections à 1 ou 2 semaines d'intervalle, il n'y a pas de consensus. Ça sera évalué. Suite à l'injection, les effets secondaires, donc il peut toujours avoir des risques hémorragiques et infectieux qui sont réduits, mais qui ne sont pas augmentés par rapport à une infiltration classique. Il peut avoir une petite phase inflammatoire avec une recrudescence des douleurs. Donc, bien prévenir le patient. Les anti-inflammatoires, on évite. La glace, au départ, on essaye d'éviter aussi parce que c'est une action anti-inflammatoire. Au niveau du type de suivi, donc un repos simple pendant 48 heures. Le suivi clinique, donc à 6 semaines et à 3 mois, avec une évaluation de la douleur, la fonction du genou. Et donc, pour gérer la douleur, les antalgiques et pas d'anti-inflammatoires. Alors, au niveau de l'activité professionnelle, est-ce qu'après une injection intraméniscale, on peut reprendre l'activité? Tout dépend le travail que fait le patient. S'il a une activité physique, il faudra qu'il se mette soit prendre des vacances, soit se mettre en arrêt et qu'on l'arrête, parce que le PRP mettant du temps à agir, ça ne va pas agir en 15 jours. La plupart du temps, c'est entre 6 semaines et 3 mois que ça agit. Donc ça sera évalué, soit une adaptation du poste, soit l'arrêter. L'activité sportive, quand la reprendre, donc c'est tout, ça sera toujours de façon très progressive. Au niveau des activités physiques, rien avant 10 jours. À 10 jours, on peut faire du vélo, de la natation. À J30, la course à pied. J45, J60, tous les sports. Et en général, la reprise de la compétition à 3 mois. Donc là, Samy va vous parler de cas cliniques. Donc, je vais vous présenter 2 cas cliniques pour illustrer un petit peu ce que l'on vous dit sur les injections de PRP dans cette indication-là au quotidien. Donc, premier cas, c'est un homme de 42 ans qui a un travail sédentaire, qui est sportif loisir, qui présente une douleur de la face interne depuis 2 mois, d'allure micro-traumatique. Il a eu un petit épisode de gonflement, mais rien d'évident. Pas de notion de blocage, pas d'instabilité. À l'examen clinique, on a un genou sec, des amplitudes normales, un genou stable et effectivement une douleur importante, fémoro-tibiale interne à la palpation. Son arthroscanner retrouve une fissure complexe de la corne postérieure du ménisque interne, associée à une chondropathie stade 3 du condyle fémoral interne. Donc voilà, une notion d'usure du compartiment interne assez classique chez l'homme. Donc, il y a une indication de traitement par PRP chez ce patient. Donc, je lui réalise cette injection de PRP en 2 temps, mais lors de la même injection. Première injection, je lui réalise une injection éco-guidée au niveau du mur méniscal de 2 ml et suivie d'une infiltration intra-articulaire de 4 ml, puisque j'avais effectivement 6 ml sur ce patient. La deuxième infiltration, je lui ai faite non éco-guidée par voie supérieure externe classique. Donc ça, c'est pour vous illustrer cette infiltration du mur méniscal. Donc on fait un repérage échographique de la zone à traiter. On voit sur la coupe, ici à l'écho, à gauche, on est en distal, donc on est sur le tibia. En proximal, au niveau du condyle fémoral interne. Vous avez le triangle ici au milieu intra-articulaire qui est le ménisque. Donc l'échographie ne nous sert bien sûr pas pour faire de diagnostic, c'est l'IRM ou l'arthroscanner. Là, c'est vraiment à visée interventionnelle pour guider l'injection. On peut voir des zones un petit peu hypo-échogènes, mais rien d'évident au niveau diagnostic. Donc ça, c'est l'injection au niveau du mur méniscal. Donc on voit ici, sous échographie, l'aiguille qui va au niveau du mur méniscal, du contact ici. Là, on voit donc toujours l'aiguille en place. Et lorsque l'on injecte, on voit ici cette zone hypoéchogène qui correspond au plasma qui diffuse contre le mur méniscal. Donc là, effectivement, tout à l'heure, Douglas, vous parlez d'une étude où vous injectez en intraméniscal. Le ménisque, c'est assez dur et c'est assez sensible, comme il vous l'a dit. Donc, d'aller injecter en intraméniscal, ça me semble un petit peu étonnant et difficile. Mais voilà, c'est vraiment contre ce mur méniscal que l'on injecte. Comme il vous disait toujours, il y a toujours une diffusion périméniscale.
Et après, comme je vous disais, j'ai réalisé l'injection aussi en intra-articulaire par voie externe. Donc, ce patient, on est à bientôt 3 mois, je ne l'ai pas encore réévalué, je dois le voir dans les prochains jours pour voir un petit peu comment ça évolue. Ça, c'est le deuxième patient que j'ai revu hier, un homme de 50 ans, pareil, travail, même profil, travail sédentaire, sportif loisir, douleur face interne du genou depuis 1 mois, toujours en contexte micro-traumatique, pas de notion de gonflement, ni blocage, ni instabilité. À l'examen clinique, on a un genou sec, une petite limitation des amplitudes, une limitation de la flexion aux alentours des 130, un petit flexum de 5 degrés, donc une limitation plutôt à cause antalgique, donc à cause de sa douleur, un genou stable et toujours une douleur fémorotibiale interne. L'arthroscanner retrouve une lésion dégénérative du ménisque interne et une chondropathie, mais qui vraiment n'est pas sur la zone douloureuse, donc elle est fémorotibiale externe et fémopatellaire, mais son compartiment interne au niveau du cartilage, il était nickel. Donc encore une fois, il faut bien se méfier de l'imagerie et bien faire attention à la corrélation clinique. Donc ce patient, je lui ai réalisé une injection de PRP au niveau du mur méniscal. Donc ça, c'est l'échographie avant, où on voit pareil, les reliefs osseux ici. Et là, je vous ai fait la petite vidéo pour vous montrer en dynamique comment se réalise l'injection. Donc pareil, on va voir l'injection et l'aiguille qui pénètre par la gauche. Hop, on la voit ici, en surbrillance. Et ça, c'est la diffusion du PRP que l'on injecte en hypoéchogène. Et voilà, on peut faire des petits mouvements de va-et-vient, un petit peu de trituration, comme ça avait été présenté dans une des études, comme on le fait en intratendineux, et pour essayer d'injecter tout le long de ce mur méniscal, puis ça diffuse un petit peu en périméniscal. Je vous remontre la vidéo. Donc l'aiguille ici, et lorsque l'on injecte, ça fait cette petite zone hypoéchogène là, qui montre que le PRP diffuse, et on voit en direct ce que l'on fait. Pareil, dans un second temps, comme dans le mur méniscal, on ne peut pas injecter énormément de quantité. Au lieu de gaspiller le PRP, je lui ai injecté le reste en intra-articulaire qui agira sur la chondropathie, même si ce n'était pas elle qui était responsable de sa symptomatologie principale. Donc, j'ai revu ce patient hier, on était à 6 semaines, même si c'est encore un petit peu tôt, c'est un point intermédiaire pour voir un petit peu comment les choses évoluent. D'autant plus que ce patient, les prochaines semaines, avait un voyage, donc c'était pour bien s'assurer qu'il évolue correctement et pour ne pas le perdre de vue avant ce voyage qui pourrait l'embêter. Donc, dans tous les cas, il ne voulait pas se faire opérer à cause de ce voyage. Il ne voulait pas être limité. Donc, hier à 6 semaines, donc d'après lui, de façon subjective, il ressent une nette amélioration, aux alentours de 60-70%. Au niveau de l'EVA, dans les actes de la vie quotidienne, il décrivait une gêne côté à 3 sur 10, alors qu'il était plus à 8, 9 sur 10 avant l'injection. Cliniquement, on a toujours un genou sec, des amplitudes qui sont normalisées puisqu'il y a moins de douleur. Donc, au niveau testing ménisque, et notamment le McMurray, était négatif. La palpation du compartiment interne était sensible, mais on était passé sur une douleur relativement supportable, une gêne, on va dire, et plus une douleur invalidante. Donc, là, c'est Douglas, il va vous parler du protocole de rééducation. Donc, la rééducation, elle commence à J10, J15. Avant J10, pas de rééducation du tout. Donc, le but, c'est de récupérer progressivement une mobilité. Donc, il y a un travail en flexion dès le départ par le kiné. Le but, c'est d'obtenir une flexion à 90 degrés avec une amplitude des mouvements actifs et désactifs aidés. Donc, après, c'est travail contre-résistance, agoniste, type contracté, relâché. Par contre, la flexion forcée en charge est contre-indiquée au départ. Le premier mois après l'injection de PRP est hyper important. Il ne faut pas mettre trop de charge sur le genou, que ce soit au niveau activité physique ou chez le kiné, pour laisser le processus inflammatoire agir et pour essayer que le PRP soit le plus efficace possible. En extension, donc, c'est une récupération rapide du verrouillage actif de l'articulation avec le travail du vaste interne, la prévention du flexum avec l'étirement de la chaîne musculaire postérieure et la mobilisation passive de la rotule. À partir de J21, on travaille un peu plus chez le kiné avec une récupération musculaire, avec un travail du quadriceps en statique, travail des ischio-jambiers, travail du triceps. Toujours interdit la flexion forcée, la rééducation dynamique et les exercices en charge monopodale, à bien sûr adapter en fonction de l'état du genou. Et en général, à partir de 45 jours, c'est là où on peut vraiment
remettre beaucoup d'exercices dynamiques, des exercices en charge. Si le patient ne se plaint pas de douleur, s'il n'y a pas d'épanchement dans le genou, et bien prévenir que le patient, c'est de la kiné pendant 3 mois et que ça sera 3 mois qu'on réévaluera le patient. Il n'y a pas de consensus pour l'instant et de protocole très établi au niveau kiné. J'ai envie de dire, c'est presque comme après une ménisectomie, hein, c'est un peu le protocole que les kinés appliquent. C'est à peu près la même chose. Donc, pour finir, un mot sur les lésions méniscales traumatiques, même si ce n'est pas exactement le sujet de ce soir, mais pour bien différencier les deux problèmes. Donc, quel serait l'objectif ou les objectifs d'un éventuel traitement par PRP dans le cas de ces lésions-là? Donc, ce serait d'essayer d'améliorer la cicatrisation du ménisque par le PRP, par ces facteurs de cicatrisation, comme on l'a dit, dans les cas où ce serait possible, puisqu'il y a quand même un potentiel de cicatrisation, plutôt comme on l'a dit, sur la zone rouge. Améliorer la symptomatologie du patient, bien sûr, même si, et on le voit beaucoup avec le PRP, ça ne peut pas cicatriser toujours les lésions méniscales et encore moins cartilagineuses, puisque ce sont des structures quand même mal vascularisées et difficiles à faire cicatriser. Mais ce qui est important aussi, c'est de jouer sur la symptomatologie du patient, la douleur, les gonflements, la fonction. Ce serait d'éviter une ménisectomie quand on le peut, pour éviter de l'arthrose sur le moyen long terme avec le rôle mécanique du ménisque, comme on l'a dit, le rôle d'amortisseur. Ce serait de proposer un traitement médical, donc a priori moins invasif qu'un geste chirurgical, et dans la même optique, de raccourcir la convalescence en évitant une chirurgie où il y a une convalescence obligatoire après ce geste chirurgical. Les indications potentielles qui seraient à évaluer, ce serait bien sûr dans le cadre d'une contre-indication ou d'un refus de la chirurgie, où là, forcément, il faut essayer de trouver une solution, une thérapeutique pour notre patient malgré tout. Ce serait plutôt quelqu'un qui présente une profession sédentaire, sur quelqu'un qui est militaire ou pompier professionnel, ça ne semble pas être le profil idéal. Quelqu'un de peu sportif dans la même idée, sinon une sollicitation excessive ne marcherait pas et on aurait d'emblée un mauvais résultat, donc ça semble une mauvaise idée. Plutôt dans un contexte de retentissement fonctionnel modéré, quelqu'un qui est hyperalgique ou c'est vraiment très invalidant, ça semble compliqué de lui proposer un traitement qui prend du temps, avec une inefficacité potentielle. Ça serait plutôt dans une lésion peu importante à l'imagerie. Encore une fois, en cas de lésion importante méniscale, ça serait plutôt chirurgical, bien sûr. Plutôt à réserver pour une zone lésée avec un potentiel de cicatrisation plus important, notamment la zone rouge. Donc, de la même façon, les mauvaises indications, forcément tout ce qui est chirurgical de façon obligatoire, avec notamment tout ce qui est mécanique, la lésion en anse de saut. Au niveau médical, il n'y a aucun traitement efficace. Dans le cas de blocage articulaire, ou pareil, on pourrait penser qu'il y a un conflit, un problème mécanique, et du coup, c'est le geste chirurgical, et plutôt rapidement. Un genou instable, comme on l'a dit, dans tous les cas, on aurait un mauvais résultat, même chirurgical, donc plutôt régler ce problème de stabilité dans un premier temps. Un sportif de haut niveau, forcément, c'est évident, on n'aura pas un bon résultat et ce serait une perte de temps, une perte de chance, donc à déconseiller. Et également, quand on a une échéance prévue sur du court terme, avec une compétition, voyage, des épreuves sportives prévues, comme le PRP, ça prend du temps, comme si on a un échec, on irait vers de la chirurgie, ça serait une perte de chance et une perte de temps pour le patient, donc ce ne serait pas le contexte idéal. En conclusion, les lésions méniscales, comme vous le savez, sont très fréquentes. Donc, le traitement chirurgical, bien sûr, qu'il n'est pas anodin, puisqu'il y a ce fameux risque d'arthrose à moyen long terme, suite à la ménisectomie notamment. C'est pour ça que de plus en plus au niveau chirurgical, ils privilégient les sutures méniscales quand cela est possible, et les ménisectomies sont de plus en plus réduites pour limiter ce problème-là. Donc, il faut également améliorer le traitement médical pour pouvoir proposer malgré tout des solutions complémentaires. Les résultats, d'après ce que l'on a dit, d'après ce que l'on a vu, et notamment sur les études un petit peu, même si elles sont encore une fois limitées, sont plutôt encourageants au niveau du PRP, notamment dans les lésions méniscales dégénératives. Donc, c'est ce que je vous dis, il y aurait un intérêt important, d'autant plus qu'en première intention, la chirurgie ne serait pas recommandée pour ces lésions dégénératives, souvent avec des contextes d'arthrose associés.
il y aurait potentiellement, probablement, un intérêt dans les lésions méniscales traumatiques, mais bien sûr non chirurgicales. Sinon, la discussion ne se pose même pas. C'est une intervention pour une ménisectomie ou encore mieux une suture méniscale. Donc, bien sûr, nous avons la nécessité de plus d'études pour définir les bonnes indications des injections de PRP dans ces lésions méniscales dégénératives, d'établir un patient type, de bien définir le protocole d'injection et post-injection, puisqu'on vous l'a dit, il n'y a pas encore de consensus, et également essayer de définir les mauvaises indications et les facteurs prédictifs négatifs pour éviter les mauvais résultats, éviter la perte de chance au niveau de ce patient, des patients que l'on traite. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci. Donc, on vous a laissé notre adresse mail sous le diaporama. Si vous avez d'autres questions ou remarques, n'hésitez pas, on est à votre disposition. Merci beaucoup pour votre partage d'expérience. On a une question dans le chat. La question est la suivante. Est-ce que vous associez le PRP, l'acide hyaluronique, dans le cadre d'une lésion méniscale dégénérative associée à une chondropathie? Donc, pour ma part, non. Effectivement, il y a plusieurs types de PRP, plusieurs laboratoires commercialisent le PRP. Il y a un laboratoire qui commercialise notamment le PRP, l'acide hyaluronique. Il n'y a rien de prouvé en termes d'efficacité, de supériorité par rapport au PRP classique. Donc, pour ma part, j'utilise que le PRP classique, comme Douglas d'ailleurs. Notamment, dans le cadre du ménisque, je considère que l'acide hyaluronique peut avoir une amélioration au niveau cartilage. Au niveau ménisque, je pense que les résultats sont nettement moins intéressants que le PRP, puisqu'il y a moins cet aspect cicatrisant. Donc, je n'associe pas le PRP avec l'acide hyaluronique ni dans le même temps, ni en associant PRP puis acide hyaluronique. De la même façon, j'évite d'associer les injections de cortisone, que ce soit avec le PRP ou l'acide hyaluronique, pour bien différencier à chaque fois ce qui agit, pour ne pas tout mélanger. Je sais que certains font plusieurs injections en même temps. Moi, pour ma part, je l'évite. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, moi, pareil, on a la même façon de fonctionner, donc pas plus. Pas plus. De toute façon, quand il y a une lésion méniscale dégénérative, on fait souvent l'injection intra-articulaire en même temps que l'injection intraméniscale. Donc, le PRP étant supérieur à l'acide hyaluronique, il n'y a pas de raison d'injecter de l'acide hyaluronique en même temps. Et il n'y a pas de raison d'injecter de l'acide hyaluronique en intraméniscal. Ça n'a aucun intérêt. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question, à savoir, est-ce qu'on peut faire une anesthésie locale avec éventuellement une xylocaïne tamponnée au bicarbonate avant l'injection? Théoriquement, normalement, la xylocaïne, c'est contre-indiqué parce que ça diminue l'efficacité du PRP. Donc, moi, perso, j'en fais pas. Les patients, ils sont prévenus que c'est un peu douloureux, c'est pas non plus la mort. Donc, moi, je fais pas d'injection d'anesthésique locale. Non, également, c'est vrai que c'est plutôt déconseillé de façon générale, donc j'évite également. En intra-articulaire, c'est pas douloureux du tout, surtout au niveau du genou. Au niveau mur méniscal, c'est un peu plus sensible, mais honnêtement, c'est largement supportable, beaucoup plus que quand on fait une injection intratendineuse. Donc, pour moi, ce n'est pas obligatoire, ça se passe très bien sans. Et vu qu'il y a ce risque de diminution de l'efficacité, j'évite aussi. Merci beaucoup. Et quel est, selon vous, le délai entre une infiltration de cortisone et une infiltration de PRP pour ne pas avoir d'effet néfaste sur le PRP? Théoriquement, c'est 1 mois. Il faut 1 mois entre l'injection de cortisone. Donc, s'il y a un arthroscanner qui a été fait avec infiltration, il faut compter 1 mois avant de pouvoir faire le PRP. D'accord. Alors, les injections intraméniscales semblent difficiles pour une de vos confrères. Est-ce que vous avez des conseils à donner, ou justement, vous avez dit tout à l'heure, docteur Lévy-Bio, que vous faisiez plutôt dans le mur méniscal parce que plus accessible pour les injections? Quels sont vos conseils et votre Déjà, l'injection intraméniscale, c'est dur parce que c'est pas comme une injection intra-articulaire. Donc, effectivement, il y a une résistance. Donc, l'injection intraméniscale, c'est quasiment impossible. Déjà, dans le mur méniscal, c'est difficile. Donc, c'est plutôt quand même des injections dans le mur méniscal et en périméniscal plutôt que des injections intraméniscales. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure, le ménisque, c'est dur, c'est douloureux.
C'est pour ça que j'étais un peu étonné de l'étude quand on parlait d'injection intraméniscale, parce que c'est plutôt mur méniscal. Donc, je suis d'accord avec la remarque et la réponse de Douglas. C'est plutôt mur méniscal et après, ça diffuse toujours en périméniscal. Puis, on peut associer intra-articulaire. Intraméniscal, effectivement, ça semble compliqué et à mon avis, douloureux et qui ne permettrait pas d'avantages particuliers. D'accord. En ce qui concerne le protocole de rééducation, est-ce qu'à J20, lors de la reprise de la kiné, on peut charger à 50% très légèrement pour renforcer les muscles, pour une injection de PRP en intra-articulaire en cas de chondropathie? Donc, comme vous l'avez dit, Douglas, le risque de faire une rééducation active, de faire du renforcement musculaire trop tôt, il est double. Premièrement, il peut avoir une réaction inflammatoire du genou avec un épanchement articulaire, notamment s'il y a une chondropathie associée. Cet épanchement articulaire, on sait que ça va gêner notre injection et on peut avoir une diminution de l'efficacité de notre injection. Première chose. Deuxièmement, comme il y a une phase inflammatoire naturelle avec cette injection de PRP, ça peut créer des douleurs au niveau du patient. Donc, oui, on peut faire un travail léger au bout de quelques semaines, mais dans un premier temps, vraiment, le but, ce n'est pas de faire du muscle, de faire du renforcement musculaire, même en cas d'injection de PRP, notamment quand on fait pour des chondropathies fémoro-patellaires, on a besoin de faire du muscle derrière pour le vaste interne, tout ça. Souvent, moi, je le décale et je décale au moins de 2 mois, comme il vous l'a dit, le renforcement musculaire. Et c'est vraiment une remise en charge douce à 3 semaines. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas urgent. On peut travailler sur doucement de l'isométrique, de l'électrothérapie, des contractions isométriques du quadri pour un peu entretenir ça. Mais le but, c'est de ne pas trop forcer trop tôt au risque d'être plus délétère qu'autre chose. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Est-ce qu'on peut associer une opacification par du produit de contraste iodé lors d'une arthrographie avec du PRP? Donc, bonne question. J'ai toujours voulu la poser à mes collègues radiologues et c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion. Pour le genou, il n'y a aucun intérêt puisque ça se fait très bien sans arthroscanner. Donc, je ne vois pas l'intérêt de le faire. C'est vrai que j'avais été à un congrès où il y avait des radiologues qui parlaient, qui le faisaient effectivement. Moi, je trouvais ça illogique pour 2 raisons. Première raison d'injecter, c'est un peu la discussion qu'on avait sur le gel, le corticoïde, tout ça, d'injecter du PRP avec un autre produit. Comme on ne maîtrise pas tout, on ne comprend pas encore tout sur le PRP, ça m'embête un peu parce qu'on ne sait pas un peu les interactions qu'il puisse y avoir. Je pense que ça peut gêner le résultat, l'injection. On va rajouter du volume, donc pour les suites inflammatoires et douloureuses, ce n'est pas idéal. Nous, au cabinet, on réalise les injections intra-articulaires. Donc, pour ma part, au niveau du genou, par habitude, je les fais non éco-guidées, mais on réalise également les autres articulations, les autres injections articulaires sous échographie. Donc, c'est pour ça que je vous disais, je trouve illogique, parce que les radiologues ont à disposition l'échographie qu'ils maîtrisent parfaitement bien. Donc, c'est vrai que je voulais leur poser la question à mes collègues, pourquoi ils ne font pas les injections intra-articulaires sous échographie, ce qui éviterait une injection à la fois de produits de contraste, mais aussi de xylocaïne, puisqu'ils le font quasiment systématiquement. Et on en revient au problème de la xylo et du PRP. Donc, pour moi, c'est plutôt à éviter. Et au cabinet, on fait tout sous échographie. Et en intra-articulaire, on peut quasiment tout faire, quoi. Et puis quand on fait un PRP, on fait vraiment à distance de l'injection d'arthroscanner qui a été fait pour que les produits soient éliminés. Donc, quelqu'un qu'on va voir le lundi, s'il a eu l'arthroscanner 4 jours avant, on ne lui fait pas le PRP avant au moins 15 jours, 3 semaines, pour qu'il y ait une meilleure efficacité, pour que le produit soit un peu éliminé. D'accord, merci beaucoup. Une question sur les indications. Est-ce que vous faites une infiltration de PRP sur un genou avec signe du glaçon, et sur un genou avec blocage d'origine méniscale? Donc, pour la première question, oui, bien sûr, dans la mesure où, si on a un genou, donc le signe du glaçon, c'est qu'il y a un épanchement. Si le genou est inflammatoire, et ce qui est
souvent le cas sur les genoux dégénératifs avec de l'arthrose. Ce que je fais pour ma part, et pour en avoir parlé avec Douglas, on fait la même chose. Donc, on fait une ponction pour vider le genou dans un premier temps. On laisse l'aiguille en place pour ne pas avoir à repiquer le patient et on réinjecte notre PRP en intra-articulaire. Il y a 2 avantages. Premier avantage, c'est comme pour l'arthroscanner, ça nous permet d'avoir moins de liquide, du coup moins de douleur en post-injection. Et d'autre part, ce liquide inflammatoire va gêner un peu, dégrader le PRP, donc on perdrait en efficacité. Donc c'est pour ça qu'effectivement, moi je le dis aux patients, vous avez le genou qui a gonflé la veille, c'est pas très grave, on le ponctionne dans le même temps, on injecte. Du coup, ça vous soulage rapidement pour la partie épanchement par la ponction et le PRP, lui, fera son effet par la suite. Et pour la deuxième question, s'il y a un blocage d'origine méniscale, ben non, c'est que ce n'est pas une indication de PRP. S'il y a un blocage articulaire méniscal, c'est que c'est une lésion méniscale d'allure chirurgicale. Donc, dans ce cas-là, on n'a pas d'intérêt à faire le PRP. C'est une mauvaise indication. Merci beaucoup pour votre réponse. Alors, on a une autre question. C'est l'intérêt du produit de contraste iodé pour être sûr à 100% du caractère intra-articulaire. Donc, c'est vaguement le même sujet que tout à l'heure. Une question du dessus. Justement, et sous contrôle radio. Non, à mon avis, je pense, comme je la comprends, c'est le produit de contraste, il injecte pour être sûr d'être en intra-articulaire lors de notre injection de PRP. Comme je disais, pour ma part, je fais uniquement celle du genou sans échographie par habitude et par expérience. Les autres articulations, bien sûr, à l'aveugle, ça me semble compliqué, voire dangereux. Douglas, par habitude, fait même au niveau du genou sous écho. Donc, rien ne vous empêche de faire l'injection intra-articulaire sous échographie. Et là, vous êtes sûr d'être à 100% sans avoir rien à injecter, puisque comme je vous l'ai montré pour le méniscal, mais en intra-articulaire, c'est le même principe. Vous voyez la diffusion en temps réel de votre PRP en intra-articulaire, donc on est sûr à 100%. Donc, s'il y a un genou difficile à piquer, s'il y a un problème de doute, s'il y a un manque d'expérience ou d'habitude, on peut le faire sous échographie pour être sûr d'être en intra-articulaire. Merci beaucoup. En termes de pratique, est-ce que vous savez si des mutuelles prennent en charge les injections de PRP? Quel est le coût approximatif pour les patients? Donc, ce n'est pas remboursé sécurité sociale et les mutuelles, ça dépend des contrats de mutuelle. Donc, il y a des patients qui se font rembourser intégralement le PRP et il y en a d'autres à moitié. Donc, il y a tellement de mutuelles et tellement de contrats différents on ne peut pas dire. Mais en tout cas, il n'y a pas de remboursement sécu. Même la cotation d'infiltration n'est pas remboursée sécu. Donc, c'est un acte hors nomenclature. Je crois qu'on en a sauté celle d'avant. Donc, il avait posé la question sur le produit de contraste, puis ce contrôle radio avec moins de consommables stériles et coûteux. Donc, honnêtement, les consommables ne sont pas très coûteux. Il y a le gel stérile que l'on fait pour l'échographie. C'est un conditionnement important. Donc, honnêtement, je n'ai pas le prix du sachet, mais c'est pas très... du sachet individuel de gel, mais ce n'est pas très cher. Et en tout cas, c'est beaucoup plus pratique de faire son injection sous échographie, même si c'est vrai qu'il y a l'appareil d'écho. Mais bon, après, en tant que médecin du sport, on l'utilise quand même pas mal. Il y a l'appareil d'écho, mais en termes de consommables, honnêtement, ce n'est pas très coûteux. Et par contre, faire sous contrôle radio, en organisation, ça commence à être très compliqué. Il faut avoir l'accès à la radio, tout ça. Donc, à mon avis, c'est plus simple de le faire sous écho à son cabinet si on est formé, si on veut investir dans un appareil d'écho. Merci. Une question concernant un cas patient. À J18, est-il normal de ne pas avoir d'amélioration de la douleur? Alors, c'est dur de dire parce qu'on ne sait pas le patient, on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas si c'est une chondropathie, une lésion méniscale. Mais sur le PRP, c'est tout à fait normal. Le PRP, il peut ne rien se passer avant 2 mois, 2-3 mois. Il faut bien prévenir les patients. Nous, on revoit les patients à 6 semaines et à 3 mois. Et il y a 20% des gens qu'on voit qui sont soulagés à 6 semaines et le reste, c'est après. Donc, le PRP marche bien, mais très long à fonctionner. Donc, à J18, c'est normal de ne pas avoir d'amélioration et même d'avoir une petite recrudescence de douleur parce qu'il y a la phase inflammatoire initiale qui est sur les 30 premiers jours. Donc, rien d'anormal, rien d'inquiétant. Après, bon, ça dépend, on ne connaît pas le contexte du patient, l'âge, les antécédents, qu'est-ce qu'il a, la gravité de la chondropathie ou de la tête méniscale. Donc, sur ça, c'est un peu dur de dire.
Il faut bien prévenir les patients que c'est long et qu'il y aura peu d'amélioration avant 2 mois. En ce qui concerne votre protocole en pratique sur l'asepsie, est-ce que vous mettez une housse pour habiller la sonde d'écho? Est-ce que vous êtes en propre, les gants stériles? Donc, housse pour habiller l'écho. Non, ce que l'on fait, c'est qu'on désinfecte bien sûr à chaque fois la sonde échographique, à chaque fois qu'on s'en sert. Et on utilise du gel stérile, comme je vous le disais. Et donc ça, c'est le minimum, je pense. Et après, l'injection donc, est éco-guidée, mais quand on a de l'expérience, l'aiguille n'est pas censée toucher la sonde. Donc, puisqu'on se positionne à distance, à quelques millimètres. Il y a certaines personnes qui font de l'échographie qui préfèrent mettre une sonde, une poche, une housse stérile autour de la sonde et mettre du gel, donc, qui peut être non stérile du coup. Quand on est seul au cabinet, qu'on doit tout faire seul, c'est très compliqué de mettre sa housse, tout ça, et après en rester en stérile sans souiller la housse de protection. Donc nous, on a pris le parti de faire désinfection de la sonde régulière, gel stérile, et de toute façon, comme je vous disais, injection à distance pour ne pas souiller l'aiguille avec le contact de la sonde qui n'est pas à proprement parler stérile. Et quelle est votre organisation justement pour les injections de PRP pour que ce soit le plus facile et rapide pour vous? Donc après, je pense que c'est un peu l'habitude de chacun, selon les habitudes, selon la disposition du cabinet. Donc après, chacun a un peu comme je dis, ses habitudes en fonction de son expérience, en fonction de ses préférences. Et d'ailleurs, nos habitudes peuvent un peu être amenées à évoluer. Donc moi, pour ma part, je fais la prise de sang moi-même au cabinet pour, dans le même temps, en profiter pour réexaminer mon patient le temps de la centrifugation, rediscuter avec lui, lui rappeler les grandes lignes du PRP, voir un petit peu pour la suite si tout est organisé. Donc, je centrifuge dans la foulée, j'ai la centrifugeuse au niveau du cabinet, donc on la voit au fond derrière moi. Donc, souvent, comme je disais, on centrifuge 5 minutes pour les kits Arthrex. Puis après, on fait la désinfection locale, la sepsie classique pendant ce temps-là, et on réalise l'injection. Donc, comme je vous disais, la plupart du temps éco-guidée, avec les précautions qu'on vient de rappeler. Voilà, donc c'est assez simple finalement. Toujours pareil, c'est une question d'habitude. Au début, ça paraît compliqué, ça a l'air un peu fastidieux, et finalement, avec le temps, plus on en fait, plus ça devient un peu réflexe, et on s'en sort très bien, même si il y a des manipulations qui sont assez simples, comme je vous l'ai montré rapidement au début du topo avec la double seringue, tout ça, c'est très bien fait, tout est clos, tout est stérile, donc c'est facilement faisable au cabinet quand on a un peu l'habitude. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Douglas, là-dessus. Non, ça va, rien de plus. Je vais voir les autres questions. On va passer aux dernières questions avant de clôturer la session. Donc, est-ce que l'injection de PRP est indiquée lorsqu'on a une chondropathie sans lésion méniscale associée? C'est l'indication majeure, c'est ce qu'on fait quasiment le plus. Hein. C'est même passé, nous on fait presque en première intention plus que l'acide hyaluronique sur une chondropathie, donc oui. Et en termes de résultats, c'est plus efficace, c'est moins douloureux. Voilà, la seule chose, c'est que c'est long, donc il faut prévenir le patient. Bien sûr, autant sur les lésions méniscales, la littérature est un peu limitée, autant sur la chondropathie, on a des centaines et des centaines d'articles, et on a beaucoup de bons résultats avec le PRP, donc c'est clair que c'est une indication maintenant bien reconnue, non discutable, et effectivement, c'est du classique. Merci beaucoup. Quelle est la taille de l'aiguille que vous utilisez pour les injections en périméniscale? Soit une noire, soit une verte. En fonction des habitudes, en fonction du patient, s'il est un peu gras ou pas, une noire ou une verte. Donc effectivement, pour ma part, c'est pareil, noir la plupart du temps, la verte pour du tendineux souvent, quand c'est un peu profond, et pour faire l'histoire de trituration, pour stimuler la cicatrisation. Après, on peut faire des plus longues pour tout ce qui est hanche, quand c'est assez profond, et ça dépend un peu de l'anatomie du patient, comme vous disiez, Douglas.
Pour revenir à la question du dessus qu'on a sauté, devis conseillé obligatoire, facture. Oui, effectivement, on fait régulièrement des devis pour les patients et des factures systématiquement pour qu'ils la soumettent à la mutuelle, même si ce n'est pas toujours pris en charge par les mutuelles. Après, l'autre question, le nombre d'injections et à quel intervalle. Donc, on fait une injection et on voit le patient en 3 mois. Et en fonction de l'efficacité clinique à 3 mois, on peut être amené, si les résultats sont moyens, à refaire une injection. On ne fait pas un protocole d'injection systématique. Une injection et réévaluation à 3 mois. Effectivement, il y a certains, comme on vous l'a dit, qui font des injections répétées, plus systématiques, du fait que ce soit malgré tout coûteux pas remboursé, avec malgré tout un résultat qui n'est pas garanti, comme tout traitement de façon générale. De toute façon, on préfère fonctionner comme ça et ça nous semble difficile de faire 3 injections sans être sûr du résultat, sans réévaluer dans le temps. Et la dernière question, quelle est la fréquence de sport que l'on peut faire pour la reprise à J15 ? C'est à réévaluer déjà en fonction de l'âge, de la pathologie. Il faut aller être très piano sur le sport au départ pour ne pas entraîner une inflammation et que le genou ne souffre pas. Alors, il faut bien séparer lésions méniscales et chondropathie. Le sport, j'ai envie de dire 2 fois par semaine, mais à une allure très tranquille, jamais de fractionné, jamais de… Donc, s'ils font du vélo, il ne faut pas aller faire une sortie de 100 km avec 3000 de dénivelé. Il faut que ça soit un pédalage souple. Il faut que ça soit léger. C'est du sport pour entretenir un peu au niveau articulaire et musculaire, mais il ne faut pas que ça soit une activité intense. Oui, il n'y a pas vraiment de règles établies, de consensus précis. C'est adapté, comme il vous l'a dit, aux patients, au sport, à la pathologie. Les grandes règles, c'est la logique, forcément. L'histoire de progressivité et que ce soit assez espacé pour des temps de repos au niveau articulaire pour que ce soit bien toléré, à condition qu'il n'y ait pas de douleur et ou de gonflement, c'est que c'est un peu trop excessif ou un peu trop tôt, tout simplement. Et la dernière question, en termes de protocole d'imagerie, quel est le protocole d'imagerie que vous réalisez dans le cadre d'injection pour des chondropathies ? Moi, personnellement, je fais presque plus d'arthroscanner que d'IRM. Après, si les patients ils viennent souvent nous voir avec des IRM, je ne vais pas forcément faire un arthroscanner derrière parce que c'est les irradier pour rien. Mais en première intention, moi, je suis plutôt arthroscanner. Exactement, je partage l'avis de Douglas, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de patients qui viennent avec une IRM, même pour des problèmes de chondropathie, parce que souvent, ils sont vus par leur médecin traitant qui n'ont pas forcément cette expérience-là. Et si effectivement, il y a une chondropathie, voilà, aucun intérêt de faire un arthroscanner pour mieux préciser les choses, ça ne changera rien en termes de thérapeutique. Si par contre, on a une IRM plutôt rassurante ou anormale, notamment au niveau cartilage, alors qu'on a au niveau clinique des douleurs qui font plutôt articulaires, vu la localisation, vu le type de douleur, je prescris un arthroscanner pour mieux préciser les choses. Et il y a encore quelques jours, j'ai vu un patient avec une IRM, lésion méniscale dégénérative, cartilage normal. Je lui ai prescrit un arthroscanner parce que ça ne collait pas trop avec ce qu'il avait. Et on retrouvait un stade 4 au niveau de la rotule et un stade 2 au niveau du compartiment lésé au niveau méniscal. Donc, c'est vrai que souvent, les IRM sous-estiment le problème de cartilage. Donc, quand je vois les patients en première intention, je suis très arthroscanner quand je veux bien définir l'état ménisco-cartilagineux. Et en post-injection, comme on l'a dit, peu d'intérêt de recontrôler, hormis pour les études, mais ce n'est pas ce que l'on fait en pratique courante. Ça ne changera pas la suite, c'est surtout un suivi clinique. Alors, merci beaucoup, Dr Jabelkir et Dr Lévy-Bio, pour votre partage d'expérience. Merci également aux participants pour les questions posées et pour les échanges très intéressants. Si vous voulez visionner le webinaire, il sera disponible sur notre page YouTube Arthrex France, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et également, nous organisons des cours, des sessions pratiques au sein de notre laboratoire à Lyon, où vous pourrez vous entraîner aux injections de PRP sur des pièces anatomiques sous éco-guidage. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation et je vous souhaite encore une excellente soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.